Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour et bienvenue en ce lundi de Pâques 6 avril 2026. 1993e anniversaire de quoi ? Eh bien de la résurrection de Jésus de Nazareth. Il y en a qui y croient, et on respecte les croyances puisque nous sommes laïcs, donc on respecte les croyances, et on va en parler d'ailleurs, si elles restent dans le domaine du domaine du secteur privé. Et lundi de Pâques, tout le monde, c'est encore un jour férié, hein. Ça dépend pour qui. Pas pour nous, mais qu'est-ce qu'elle est courageuse, cette Maude Koffler qui est de mes côtés. Vaillant il est, Julien Delmas qui est là à son poste. Oh, Elvin, courageux. Et puis alors, mais lui, c'est naturel chez lui, cette obstination qu'il a à être sur son poste de travail. Faudrait que vous nous expliquiez un jour pourquoi vous traitez Emmanuel Galasso de cette façon. Je ferai une émission spéciale. Moi, je sais qui est Emmanuel, je le garde pour moi, mais je peux vous dire qu'il mérite les éloges que je lui fais. Emmanuel Galasso, que vous allez appeler pendant 2 heures au 0826 300 300 pour lui dire vos états d'âme. Lundi de Pâques, c'est normal qu'on ait des états d'âme. L'actualité est chargée. Les informations qu'on va vous donner vont certainement susciter chez vous un intérêt, un besoin de vous exprimer ou de partager votre avis avec nos invités et puis avec ce qui va être dit tout simplement parce que ici c'est la radio du Parlons Vrai et comme c'est la radio du Parlons Vrai, eh bien on s'exprime avec sincérité et ferveur. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui en ce lundi de Pâques ? On se pose la question, est-ce que le fiasco militaire annoncé, pas tout à fait encore, mais ça en prend chemin, risquerait, si ce n'est déjà fait, de ressouder un petit peu le peuple iranien autour de ses dirigeants et surtout de consolider un régime. Il semblerait que les mollahs aient été évacués, que ce soit les gardiens de la révolution qui aient pris le contrôle. Voilà le bilan possible de l'offensive américano-israélienne dans cette 4e guerre du Golfe. Évidemment, ça serait extrêmement inquiétant. On en discute à 12h10 avec notre confrère Emmanuel Radzavi, auteur d'un livre Paris-Téhéran, Le Grand Dévoilement. À 12h45, on aura également nous aurons en ligne Arnaud Benedetti, le politologue que l'on connaît bien sur cette station, dans cette maison, parce qu'on va revenir sur les propos de ministre de l'Intérieur à la Grande Mosquée de Paris le 12 mars. Ce sont des propos qui ne passent pas. Plus on les décrypte, plus on les essaie de les comprendre, plus ça fait peur et ça inquiète. Est-ce qu'il y aurait une tentative peut-être électoraliste derrière ces propos tout à fait aberrants? Et puis de 13 à 14 heures, toujours un peu dans la suite de la 4e guerre du Golfe, le séisme économique consécutif à ce 4e conflit au Proche-Orient va-t-il impacter la vie des Français à long terme? Là, il l'impacte discrètement. Est-ce que ça risque de durer? Est-ce qu'on peut avoir l'effet du Covid, c'est-à-dire une redistribution des cartes et puis des incidences surtout sur la vie politique, sociale? Voilà. On va examiner tout ça avec l'excellent Pascal Perry, notre confrère et collègue journaliste, grand journaliste économique pendant 1 heure. Et là, vous pourrez appeler au 026 300 300 pour donner votre avis. Et puis il y aura bien 1 ou 2 perles qui vont attirer votre attention. Il y a un 2e anniversaire pour commencer, celui d'un jeune parti, jeune que ça, mais 10 ans déjà la petite. Ouais, c'est peut-être déjà la fin d'ailleurs. La petite reconquête. Non, pas reconquête, c'est En Marche. C'est En Marche, vous voyez. Non, oui, parce que Reconquête est le plus jeune parti en effet. Le plus jeune parti. Et puis on parlera de la France insoumise qui n'en finit pas avec ses déboires, qui serait financée par des anciens dictateurs vénézuéliens. Voilà, c'est toujours plus. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. C'est une proposition qui, à mon sens, décrédibiliserait le vrai combat donné contre l'islam politique qui, lui, est essentiel. C'est également, poursuit la personne, ce qui justifie et justifiera que je pousse et défende comme ministre des cultes toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, mon cher Hems, combien le président de la République est attaché à développer et à mieux faire connaître l'islam. Largement commenté, disséqué, stipendié, la déclaration du ministre de l'Intérieur le 12 mars à la Grande Mosquée de Paris est un monument historique. J'y reviens parce que elle ne passe pas, et plus on la décrit, plus on l'écoute, plus on se pose de questions et auxquelles on donne pas forcément des bonnes réponses. Compte tenu de la tension liée au recul évident de l'intégration républicaine depuis une vingtaine d'années, ce dérapage mal contrôlé interpelle et fait peur. Il inquiète vraiment. Comme l'a dit notre ami Philippe Bilger, ce n'est pas aux enfants portant le voile que la République doit s'adresser, mais à leurs parents pour s'assurer qu'il est consenti.
Que peut penser de son pays une jeune Française à qui l'on explique qu'elle doit porter le voile pour se protéger du regard impur de ses camarades de classe, de ses voisins, de ses amis? Même si ces propos sont simplement aberrants, je parle de ceux du ministre de l'Intérieur à la Grande Mosquée, sont simplement aberrants dans leur formulation, fond et forme, Laurent Nunez n'est ni un crétin, ni naïf, ni même consensuel, car il vient de jeter un grand vase d'huile sur un brasier dont l'incandescence est permanente. Ne revenons pas sur tout ce qui a été dit, les mots eux-mêmes, le lieu où ils ont été prononcés, le tutoiement du recteur de la Grande Mosquée, Shamseddine Mohamed Hafiz, le statut du ministre de l'Intérieur, son rôle politique, qui est de s'assurer de la liberté des cultes conformément à l'esprit de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Mais essayons de comprendre pourquoi il s'est permis d'aller aussi loin dans la provocation, car c'en est bien une. Cela n'a été que rapidement envisagé. Mais mettons l'hypothèse du test clientéliste. On sait que l'annonce par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle de 2022 de son intention d'interdire le voile musulman sur l'espace public a probablement contribué à l'amélioration du score de Jean-Luc Mélenchon, qui est passé de 17% dans les sondages à près de 22% au premier tour. On sait aujourd'hui que la stratégie de la France insoumise d'accuser tous ses adversaires de racisme et d'islamophobie est payante électoralement. Faire croire aux citoyennes et aux citoyens français de confession musulmane qui sont en danger à cause de la laïcité, ça marche. On vient, et en partie, d'en faire la preuve à l'occasion des élections municipales. Eh bien, puisque ça marche, pourquoi ne tenterions-nous pas nous aussi le stratagème? Flattons l'islam, protégeons le port du voile, stigmatisons publiquement ceux qui le dénoncent. Si la France insoumise améliore ses scores électoraux par un tel discours, pourquoi le macronisme en phase d'effondrement n'essaierait-il pas lui aussi de séduire le vote des musulmans de France, au risque de fouler un peu plus aux pieds les fondamentaux d'une république que, non content de l'avoir abîmée, on pourrait désormais trahir? Et on aura l'occasion d'en reparler dans un petit instant. La tension monte entre les États-Unis et l'Iran. On en parle avec le journaliste Emmanuel Razavi, auteur de Paris-Téhéran, le grand dévoilement paru aux éditions du CERF. N'hésitez pas à nous appeler en direct, à poser vos questions à notre invité au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Tandis que les missiles fusent de part et d'autre entre l'Iran, Israël et les États-Unis, Donald Trump a repoussé son ultimatum envers l'Iran hier. S'ils ne font rien d'ici mardi soir, a-t-il dit, ils n'auront plus aucune centrale électrique et aucun pont ne tiendra debout. Donald Trump réclame la réouverture du détroit d'Ormuz. Mais comment comprendre cette escalade des tensions et jusqu'où peuvent-elles aller? On en parle avec Emmanuel Razavi, auteur de Paris-Téhéran, le grand dévoilement paru aux éditions du CERF. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Emmanuel Razavi, merci à vous d'être en direct à l'antenne aujourd'hui. Je vous ai reçu il y a quelques semaines justement à la sortie de votre ouvrage Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Il s'avère, cher Emmanuel, que certains chapitres de votre ouvrage seraient prémonitoires et que le scénario que vous pressé, je vais dire, et serait en train de se mettre en place. Ma question aujourd'hui, elle est loin de celle que je vous aurais posée il y a 15 jours ou 3 semaines. Il semblerait que ce conflit tourne, on va dire d'une expression populaire, au vinaigre, en tout cas pas à l'avantage du président des États-Unis, même si la puissance américaine maintient son efficacité avec la récupération du pilote. Ce que nous disent, ce que l'on peut avoir de témoignages, soit d'Iraniens qui s'expriment, qui arrivent à s'exprimer, ou d'Iraniens qui sont ici réfugiés en France, et vous-même vous les côtoyez en permanence, il semblerait qu'il y ait peut-être pas un resserrement de l'opinion publique, mais enfin, le peuple iranien se ressoudrait, se sentant victime de l'agression étrangère, se ressoudrait peut-être pas forcément autour du régime, mais se ressoudrait autour de l'image de l'Iran, de la souveraineté de l'Iran, et surtout que les gardiens de la révolution auraient réussi à mettre un peu les mollahs de côté, et ce seraient eux qui seraient aujourd'hui emparés du pouvoir exécutif réel. Est-ce que ces deux visions ressemblent à la réalité, ou c'est un peu prématuré pour le dire? Alors, écoutez, il y a un peu de tout ça, et en même temps, vous savez, une guerre, en général, ça s'inscrit dans le temps long. On est encore dans un temps, alors je comprends bien, ça fait 35-36 jours que la guerre, en fait, dure, mais à l'échelle des guerres qu'on a pu connaître par le passé, c'est encore un temps qui est un temps court. Et vous savez, il y a toujours une chose dont il faut se méfier, effectivement, c'est la guerre des récits. Et l'Iran, la République islamique d'Iran, elle est passée maître dans l'art, en fait, même quand ça va mal, de dire qu'elle remporte des victoires et que donc les États-Unis ou Israël s'enliseraient en fait au Moyen-Orient et dans le Golfe notamment. En tout cas, le régime tient. Il souffre, il subit des coups, et le régime tient, et ils n'ont pas l'air du tout déstabilisés.
Alors, déstabiliser si, parce que aujourd'hui, si on reprend précisément en fait les objectifs israéliens et américains, vous avez vu que sur des centaines de frappes, quand même, les états-majors ont quand même été endommagés. Vous avez simplement les infrastructures militaires, qu'elles soient aériennes. La marine iranienne, elle a été quasiment complètement en fait détruite. Ils n'ont plus en fait d'avions, quasiment non plus en capacité en fait de mener des opérations militaires aériennes d'envergure. Donc, ça veut dire quand même que globalement, si vous voulez, la puissance militaire, si je puis dire, le succès tactique en fait et opérationnel pour parler clair, il est plutôt du côté en fait de l'armée américaine et de l'armée israélienne. Là aujourd'hui en fait, où un certain nombre de gens se posent évidemment des questions, c'est sur la stratégie en fait américaine, notamment en fait dans le détroit d'Ormuz, parce que justement comme la République islamique aujourd'hui est affaiblie, et je reviendrai sur les Iraniens de l'intérieur, avec qui il est difficile de communiquer, mais je le dis pour vos auditeurs, je suis d'origine iranienne et évidemment, comme beaucoup de gens de la diaspora, et en tant que journaliste, je parle évidemment avec l'Iran, même si c'est, il faut le dire, de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez, le fait que la République islamique soit très affaiblie, que ses structures, et vous avez raison, les mollahs, c'est pas tant eux qui tiennent le pouvoir, d'ailleurs ils ont toujours été très divisés, factuellement parlant, mais de toute façon l'arsenal militaire aujourd'hui il est aux mains en fait des gardiens de la Révolution, mais ce qui est pas tellement nouveau, disons qu'ils affirment aujourd'hui concrètement, je dirais, leur pouvoir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, l'Iran n'a plus qu'une arme, je dirais, à la République islamique d'Iran, qui est l'arme géographique. Cette arme géographique, elle s'appelle le détroit d'Ormuz, qui est quelque part une arme de destruction, commerciale massive, parce qu'en bloquant évidemment le détroit d'Ormuz, elle cherche à créer, ce qui est déjà un peu le cas d'ailleurs, une crise économique internationale, mondiale, majeure. Donc de toute façon, il y a aujourd'hui un sujet sur le détroit d'Ormuz, mais encore une fois, je pense qu'il est important de faire la séparation entre les deux choses. Emmanuel Radzavi, si le régime n'est pas si affaibli que ça, excusez-moi de vous interrompre, si le régime n'est pas si affaibli que ça, si l'opération tactiquement parlant américano-israélienne a porté ses fruits, comment se fait-il que le régime iranien peut encore bloquer le détroit d'Ormuz et bloquer l'économie occidentale? Voilà. Mais vous avez raison de poser la question, Perico, mais je vais vous répondre à nouveau la même chose que je viens de vous dire, c'est que c'est justement parce qu'il est affaibli qu'aujourd'hui, mais c'est le cas de toutes les guerres du Vietnam, à aujourd'hui, c'est que les milices, il faut jamais oublier que la gardien de la Révolution, c'est pas une armée conventionnelle, c'est une milice qui est spécialisée en fait dans tout ce qui est en fait guerre asymétrique. Donc évidemment, ils utilisent en fait la géographie contre les puissances en fait qui aujourd'hui en fait les attaques. Mais on peut pas dire aujourd'hui que le régime iranien n'est pas affaibli, parce que pour le coup, ce serait une contre-vérité. Enfin, moi, en tant que journaliste, je peux pas dire ça, et je travaille sur le sujet de façon documentée. Je sais que c'est répété à l'envi sur les plateaux de télévision en France. Non, mais on n'a pas la preuve d'un effondrement. Non, on n'a pas la preuve. Il n'y a pas de manifestation, parce que les gens sont terrorisés à l'idée de manifester, et je pense pardonnez-moi, vous avez vu à Ispahan. Non, je suis désolé. Le pilote, revenons à l'histoire du pilote, en fait, qui a été secouru, ces dernières 48 heures, du pilote américain qui s'était crashé en fait en Iran. Vous avez des gens qui ont bloqué les rues en fait à Ispahan pour empêcher les forces de l'ordre d'aller en fait le traquer. Enfin, on peut pas dire aujourd'hui qu'il ne se passe rien à l'intérieur du régime. Le régime, il est très abîmé. Enfin, c'est pour moi la première fois d'ailleurs, je dirais, dans l'histoire quand même. Enfin si, ça me rappelle un peu 1978. Vous savez, l'ayatollah Khomeini qui parlait de démocratie, alors que dans le même temps, il avait écrit qu'il installerait en fait une théocratie et un État totalitaire. En fait, on est en train de raconter une chose qui est quand même dingue, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer en fait que la plus grande puissance militaire au monde, qui est les États-Unis, qui commet des erreurs stratégiques, je vous dis pas le contraire, le détroit d'Ormuz en est probablement une, donc vous voyez là-dessus je vous rejoins, mais pour le reste on peut pas dire en fait qu'il y a un enlisement. Le régime iranien Emmanuel Radzavi, il n'a pas remporté de conflit. Emmanuel Radzavi, la grande puissance a perdu toutes ses guerres, elle a perdu toutes ces guerres devant des peuples désarmés, devant des peuples soi-disant désarmés, ou des talibans. Mais vous faites déjà le match avant la fin. Non, excusez-moi, je peux pas non plus factuellement entendre ça. L'Iran, vous le savez mieux que moi, n'était pas le Sud-Vietnam, n'était pas l'Afghanistan, n'était pas la Libye, n'était pas l'Irak. C'est une vraie puissance de 80. Vous avez raison. Et vous savez que c'est une grande nation et que les mollahs et les gardiens de la Révolution se préparent à cette guerre depuis à peu près 40 ans par un morcellement de la hiérarchie, ce qui fait que ce qu'on appelle la décapitation
n'a rien décapité. L'hydre se reconstitue. Bah oui, mais vous répondez à ma place, Perico. Non. Excusez-moi, mais c'est pas la peine de m'interviewer si vous faites en fait le scénario à ma place. Moi, je suis un journaliste spécialiste de ces causes-là. Est-ce que ce que je viens de vous dire semble plausible? Je suis pas du tout sur votre ligne. Est-ce que ce que je viens de vous dire semble plausible pour expliquer le non-succès des Américains et la non-disparition? Non, mais attendez, vous cherchez à me faire dire, vous ne parlez que de non-succès, Perico, vous cherchez à me faire dire que les Américains ont déjà perdu. Or, je vous dis que la guerre, elle n'est pas finie, qu'on ne peut pas, en fait, avoir le résultat du match avant qu'il soit terminé. Vous voyez, moi, j'essaie de rester objectif. Emmanuel, on est bien d'accord. Que stratégiquement, il y a aujourd'hui aussi une problématique stratégique dans le détroit d'Ormuz, mais pour autant, il faut arrêter de penser que le régime des Mollahs, si vous voulez, il va très bien, parce qu'on a l'impression de n'entendre que ça en France. Et moi, je suis désolé, c'est pas du tout. Et du reste, avec les Iraniens avec lesquels je parle, il va pas bien du tout. Il est confronté à une situation absolument tragique. Il se maintient par la violence, par la menace, par la mort, mais il se maintient quand même. Bien sûr. Et il bloque le détroit d'Ormuz. On est sur une échelle courte, Perico, encore une fois. 35 jours de conflit. Enfin, vous êtes suffisamment, mais des missiles tombent encore sur l'histoire. Bah oui, bien sûr. Des missiles tombent encore sur Israël. Enfin, bien sûr, y compris sur des pays voisins. Ça s'appelle la guerre. Et ça vous a pas échappé. Donc, ils n'ont pas été neutralisés comme le président des États-Unis annonce tous les quarts d'heure. Ils n'ont pas été neutralisés. Mais moi, je vous ai jamais dit qu'ils avaient été neutralisés. Je vous dis qu'une guerre, ça s'inscrit dans le temps long, cher Perico. Et que donc, vous pouvez pas me faire dire que déjà la guerre est perdue par les Américains. Alors non, je dis que ça tourne dans mal. Le temps long. Ne peut pas, mais en quoi, excusez-moi, le détroit d'Ormuz, factuellement, géographiquement, oui. Si les bombardements, alors moi je vais vous donner un scénario qui peut être intéressant et dont personne ne parle sur les plateaux de télévision en France ou à la radio. Aujourd'hui, vous avez des groupes, en fait, d'opposition qui sont laïques, qui sont démocratiques à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur. Pourquoi aujourd'hui ne pas imaginer, à un moment donné, il faut le souhaiter, en tout cas je sais que c'est dans les cerveaux de certains spécialistes aux États-Unis, à Washington, utiliser ces forces d'opposition à l'intérieur du pays, d'accord, les armer éventuellement, c'est pas moi qui dis de le faire, moi j'ai aucune légitimité pour dire qu'il faut armer les gens, mais en tout cas c'est aujourd'hui en fait dans les cerveaux à Washington et à la Maison Blanche pour aider, si vous voulez, à une offensive intérieure via les oppositions et le peuple iranien, parce que évidemment il faut que le peuple iranien participe de toute façon à ce renversement en fait du régime, mais il ne peut le faire qu'aider évidemment par les puissances extérieures que sont les États-Unis et Israël. Et je voudrais d'un mot conclure sur une chose. On ne peut pas dire aujourd'hui, vous avez raison de parler de nationalisme iranien, mais moi, tel que je le vois quand je communique avec l'Iran, encore il y a hier, le nationalisme iranien, il se traduit aujourd'hui contre le régime des Mollahs, qui est considéré comme un régime d'occupation, parce que inspiré par les frères musulmans égyptiens. Il faut revenir à l'histoire. Donc les Iraniens, ils pensent pas du tout aujourd'hui. Mais c'est pas une adhésion au régime, c'est une solidarité du peuple iranien se sentant agressé. Mais je sais pas qui vous dit ça. Moi, j'ai pas ça comme information quand j'appelle je vous pose la question. Est-ce qu'on a risque Ah non, mais je vous réponds. Deuxième. Non, enfin, il y a forcément des gens. Il y a les rentiers du régime, bien sûr. Vous avez la base du régime qui continue à le soutenir. Il y a les gens qui vivent du régime. Mais ils sont une minorité aujourd'hui en Iran, ils sont peut-être 10 à 15%. En revanche, globalement, la majeure partie des Iraniens veut se débarrasser du régime. En revanche, ce qu'elle ne comprend pas, et là ça rejoint peut-être ce que vous dites, c'est que les Iraniens s'interrogent sur le plan politique des Américains notamment, à l'issue en fait de ces bombardements, à l'issue en fait de l'intervention militaire. Oui. Voilà, c'est quoi le projet politique, c'est quoi l'alternative aujourd'hui pour l'Iran qui pourrait être supporté. On entend aussi des voix, Emmanuel Radzavi nous expliquait que lorsqu'un missile américain ou israélien tombe sur Téhéran, il y en a qui font la fête en disant ah ça y est les libérateurs arrivent. Il semblerait que tout n'est pas partagé de la même façon par la population iranienne. J'ai une autre question. Non, vous avez raison, mais je suis le premier à le dire d'ailleurs. La peur est là dans les bombardements, vous le savez. Dans les bombardements, moi j'ai couvert suffisamment de guerre pour savoir que les populations, quand elles sont sous les bombardements, elles ont peur. Après, tout dépend des endroits où l'on vit. Ce qu'on vous raconte des gens qui dansent, c'était au tout début, parce que les gens avaient effectivement l'espérance que ça aille très vite. Mais moi, les gens avec lesquels je parle, ils cachent pas le fait qu'ils ont peur sous les bombardements. Quand on arrive à leur parler, d'ailleurs, c'est très compliqué. Et quand on arrive à leur parler, c'est très court. Bien sûr. Donc ça, c'est une réalité aussi. Pour autant, ça n'empêche pas l'espérance de voir ce régime tomber. Évidemment. Emmanuel Radzavi, est-ce que les gardiens de la révolution qui provoquent les États-Unis en disant venez, on vous attend, est-ce que leur calcul ne serait pas de dire si à un moment donné les États-Unis et Israël, en tout cas le président Trump, sont obligés de passer par une intervention au sol avec un débarquement de GIs et de Marines sur le sol iranien, on sait évidemment qu'il y aura inévitablement des morts. Alors est-ce que 30, 50, 1000, 2000, 3000, et on sait que si des cercueils repartent aux États-Unis, Trump sera déstabilisé. Est-ce que le calcul des gardiens de la révolution pourrait être de pousser les Américains à une intervention terrestre pour qu'il y ait cet impact évidemment politique ensuite?
Alors, je vais vous répondre à la normande. C'est un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber. Non, mais oui et non, parce qu'ils peuvent tout à fait attirer les forces militaires américaines sur leur territoire. Enfin, il y a déjà des forces spéciales, on le sait, parce que forcément, ils auraient l'avantage en fait du terrain. Mais à l'inverse, le fait que des Américains organisent une opération en fait militaire sur le sol iranien, ce qui n'est pas encore le cas, en tout cas de façon importante, ça pourrait leur permettre d'armer les populations, d'armer les groupes d'opposition et d'avoir une force. Vous savez, un peu comme la résistance en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc avoir une force supplétive en fait armée à l'intérieur du pays qui connaît parfaitement en fait le terrain. Il ne faut pas oublier que l'Iran, encore une fois, c'est un pays en fait de tribus, d'ethnies. Vous avez des gens aujourd'hui parmi l'ensemble de ces tribus, de ces ethnies, qui sont farouchement hostiles à la République. Donc ça serait les forces iraniennes de l'intérieur. Vous imaginez? Alors ça pourrait être ça. Voilà. Alors je dis que c'est un scénario possible et qu'à l'heure où on se parle, enfin, il est un peu dans les têtes, dans les cerveaux d'un certain nombre de conseillers à Washington. C'est pas trop tôt parce qu'on peut se demander pourquoi ils y ont pas pensé plus tôt, pour être très clair. Et là, ça rejoint ce que vous me disiez tout à l'heure sur évidemment peut-être la faute stratégique, mais ça peut être. Je dis pas que ça va se passer comme ça. Je n'en sais rien. Je ne suis pas devin. Je vous dis qu'en tout cas, ça fait partie des scénarios qui sont mis sur la table. Or aujourd'hui, on entend beaucoup le fait que s'ils vont sur le terrain, ils vont vivre un nouveau Vietnam. Mais dans les faits, on ne le sait pas parce qu'il y a une très grosse partie de la population, encore une fois, qui est plutôt ouverte à une coopération avec les États-Unis. Emmanuel Radzavi, nous nous sommes lancés un certain nombre de défis, vous et moi, depuis 10 minutes. On prend rendez-vous pour savoir. Non, alors c'est pas à Paris, évidemment, c'est une tragédie. Non, je serais ravi de vous avoir à nouveau pour savoir si la chose évolue un petit peu comme vous l'espérez et comme on l'espère tous, ou si au contraire elle se complique. Et voilà. Et je serais ravi de vous avoir encore à l'antenne pour éclairer nos consciences et nos informations. Bonne journée et merci d'avoir répondu à notre appel. Merci Emmanuel. Vous êtes sur Sud Radio et on est ensemble et en direct jusqu'à 14h dans la France, dans tous ses états. Dans un instant, les perles et vos réactions en direct, bien sûr, parce qu'on vous donne la parole sur Sud Radio en direct au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Après Pâques, on le disait tout à l'heure, nous célébrons aujourd'hui un autre événement. Pas sûr que les ouailles d'Emmanuel Macron aillent déposer des cierges à l'église pour sauver ce qu'il en reste. Ce sont les 10 ans du mouvement En Marche. Oui, vous vous souvenez, c'était en 2016. Le ministre de l'économie et des finances, M. Macron, avait démissionné. Il avait quitté l'Élysée, tout le monde était triste. Et puis finalement, on avait appris que c'était pour créer son parti politique. Peu de gens y croyaient. D'ailleurs, faut voir tous les gens qui ensuite ont participé à son gouvernement étaient ceux, que ce soit François Bayrou, que ce soit Bruno Le Maire. Faut aller voir ce qu'ils disaient de Macron à l'époque, compétent, petit, prétentieux. Bon, finalement, ils sont tous venus à la gamelle. Et donc, 10 ans après, on est en 2026. Quand je me souviens de l'enthousiasme, j'avais moi-même été approché un petit peu par ce milieu-là pour savoir si, non, pas besoin d'y aller. Et l'enthousiasme des fondateurs de la République, qui va devenir la République En Marche, puis Renaissance, et au début, alors la victoire après 2017, il fallait les voir. Aujourd'hui, quand je les croise, je sais pas pourquoi ils changent de conversation. Alors débat, j'ai du mal à trouver des gens qui ont voté Macron. Alors électeurs de Macron, est-ce que vous voulez nous appeler pour savoir si vous existez bien encore? Assumer. Voilà, on a du mal à les croiser. Il y en a qui assument très courageusement d'ailleurs et qui reconnaissent. Aujourd'hui, les électeurs vont surtout à Horizon, je pense. Ceux qui assument d'avoir voté Macron en 2017, ils n'ont pas de moitié dur pour dire leur chagrin, mais nous-mêmes, on aurait voulu que ça marche quelque part. C'était l'intérêt de la France. Le bilan est catastrophique. Donc 10 ans après, c'est plutôt profil bas. Je sais pas si ça sera un cadeau d'anniversaire où il y aura 10 bougies. Je ne pense pas qu'il y ait de cérémonie et qu'il y ait de teufs, de fêtes, de défilés, place de la Concorde. Ça peut être l'occasion d'un énième changement de nom, parce que Gabriel Attal voulait changer encore une fois le nom du parti. Donc peut-être aujourd'hui. Oui, moi je propose un nouveau nom pour. J'ai peur. Plus jamais. Ah. Plus jamais. Voilà. La France insoumise est dans la tourmente, ma chère Maude. Encore ? Mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. Une fois de plus, vous allez nous expliquer qu'elle a été financée par des dictateurs. C'est pas moi qui le dis. Des dictateurs, ils étaient plusieurs. Expliquez-nous ça nous intéresse. D'abord, il n'y a pas un jour sans que tantôt un député de la France Insoumise soit indirectement impliqué dans un assassinat, une eurodéputée de la France Insoumise soit arrêtée pour apologie du terrorisme et détention de stupéfiants. Je vous épargne la litanie des coups de casque et autres violences conjugales qui font la grandeur d'âme de ce parti. Parce qu'aujourd'hui, on apprend que la France Insoumise pourrait
pourrait avoir été financé par des dictateurs vénézuéliens, ce qui ne ferait que justifier les tendresses de Jean-Luc Mélenchon adressées à Nicolas Maduro, sans parler de ses sensibilités chavistes assumées. C'est le député du Rassemblement national Julien Audoul qui a saisi la justice en s'appuyant sur des éléments issus de l'ouvrage Occident, enquête sur nos ennemis, du journaliste et chercheur Frédéric Martel. Selon Frédéric Martel, qui a mené une enquête pendant 8 ans et interrogé près de 2000 protagonistes dans le monde entier, plusieurs anciens responsables des régimes d'Hugo Chavez et Nicolas Maduro au Venezuela lui auraient rapporté que l'État vénézuélien aurait financé massivement le parti espagnol Podemos, ainsi que, je cite, les amis politiques de Jean-Luc Mélenchon en France. Selon Martel, toujours, ces fonds auraient transité par la compagnie pétrolière publique vénézuélienne, PDVSA, et par la Maleta Diplomatica, un procédé exploitant les immunités du courrier diplomatique pour transporter de l'argent liquide. Le livre évoque également des avantages en nature accordés à Jean-Luc Mélenchon, tels que l'usage de l'avion personnel de Hugo Chavez ou la prise en charge de ses déplacements et de sa sécurité au Venezuela. Pour le député Julien Audoul, ces éléments suffisent donc à justifier une saisie de la justice afin d'évaluer la qualification pénale de ces faits, notamment en matière de financement illicite de partis politiques et de blanchiment d'argent. À suivre. Vous avez raison de vous inquiéter, de vous interroger, ma chère Maud, tous ceux qui se posent la question. Je vais mettre un petit bémol, bien sûr, et si c'est avéré, c'est vrai que c'est pas bien. Même si c'est pas. C'est même plutôt grave. Oui, quand on parle d'ingérence étrangère, là, on est en plein dedans. Maud, nous sommes sur Sud Radio, c'est Parlons Vrai. Je pense que de ce côté-là, la France Insoumise joue les stagiaires, ou les apprentis en formation par rapport à d'autres partis, où les sommes sont monstrueuses. Il y a même des procès aujourd'hui qui sont en train d'avoir lieu sur le financement des partis politiques. Et le régime de Chavez était une pseudo-dictature, qui avait pas encore trop de sang sur les mains. Il y a aujourd'hui des partis politiques en France qui ont eu de l'argent, des fonds secrets donnés pour des campagnes électorales. Mais il y a a priori un parti concernés. Non, mais ça existe depuis la nuit des temps. Oui, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et je peux vous dire qu'il y a des sommes d'argent qui sont venues enrichir des partis politiques français dont la provenance était beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus nauséabonde que celle du Venezuela, que je ne soutiens pas et que l'on dénonce si c'est vrai. Voilà, mais soyons très prudents. Mais c'est bien de signaler parce que, comme la France Insoumise est très donneuse de leçons en la mesure, je me souviens toujours cette phrase ancienne: quand tu grimpes au cocotier, il faut avoir le caleçon propre. Une proposition de loi fait polémique à l'Assemblée nationale. Elle vise à lutter contre l'antisémitisme. Oui, c'est une proposition de loi déposée par Madame Yadan, qui est députée. Et donc, ça suscite une polémique très violente parce que, bien entendu, on sait bien qu'on revient sur la France Insoumise. Il y a eu de la part de la France Insoumise depuis la tragédie du 7 octobre en Israël et à Gaza, des propos dont on peut considérer, pour certains, qu'ils relèvent de l'antisémitisme. On a vu des manifestations avec le mot mort aux Juifs sur les rues de Paris depuis 2023, et certains leaders de la France Insoumise tiennent sur Israël des propos qui sont extrêmement polémiques. Donc, ce projet de loi, il y a déjà des lois sur l'antisémitisme en France. Ce projet de loi vise à raffermir, préciser, re-encadrer ce qu'est l'antisémitisme, les propos qui sont susceptibles d'être poursuivis par la loi, et ceux qui évidemment suscitent des polémiques dignes de passer devant les tribunaux. Pour autant, en face, hurlement à la France Insoumise, on dit non. Non, nous, ce que nous faisons, c'est de l'antisionisme ou de l'anti-israélisme. Cette loi veut nous empêcher de nous exprimer, elle veut nous faire taire, elle veut considérer que si on est critique à l'égard de Netanyahou, qu'on dénonce ce qui s'est passé à Gaza, et que l'on dit qu'aujourd'hui le gouvernement israélien, dans un sionisme violent, est en train de porter préjudice à la paix mondiale, ça, on voudrait nous faire passer pour l'antisémitisme. Le débat est là. Il y a déjà 200 000 signatures qui ont été réunies pour contester cette loi. Je pense que, je ne sais pas si c'est bienvenu ou malvenu, mais compte tenu de l'attention, l'appareil législatif actuel est déjà assez fourni, et je pense que relancer la polémique, j'espère qu'ils savent où ils vont, et effectivement, critiquer Israël et critiquer le gouvernement Netanyahou n'est pas forcément l'antisémitisme. Il y a peut-être des antisémites qui en profitent pour prendre, cette voie en marche pour critiquer Israël, mais ce n'est pas forcément l'antisémitisme. Il faudra bien voir le texte de loi, qu'est-ce qu'il prévoit comme cas législatif, et quels seront les arguments juridiques en termes de droit pour savoir ce qu'est de l'antisémitisme et ce qui n'en est pas. Alors... Et puis vous êtes étudiant, vous avez déjà du mal à boucler vos fins de mois, à payer votre loyer, votre abonnement téléphonique, vos courses, et pour bon nombre d'entre vous, ça ne s'arrête pas là. Oui, c'est de pire en pire. Les étudiants ont de moins en moins de revenus. Vous-même, vous avez été confronté à cette situation ou non ? Moi, j'ai eu la chance d'être aidée par mes parents quand même, dans un premier temps lorsque j'étais étudiante. Aujourd'hui, c'est la dèche. Ah, c'est l'enfer.
Non, mais en vrai, c'est compliqué, hein, malgré tout, qu'on soit étudiant ou jeune professionnel. Je pense que tout le monde est logé à la même enseigne. Si vous vivez simplement du fruit de votre travail et que vous vivez à Paris, dans mon cas, ça peut vraiment vite devenir compliqué. Ça signifie qu'il y a des étudiants qui ne sont pas en mesure de poursuivre leurs études. Ça met des parcours en cause. On s'étonne que les pouvoirs publics aient pas mis en place des dispositions qui permettent quand même d'assurer un minimum de revenus à ces étudiants qui vivent quelquefois des situations tragiques, avec certains étudiants subissent des abus, évidemment, on les exploite tout simplement, et puis d'autres sont en train de remettre en cause leur avenir professionnel. Ça crée une immense détresse, et surtout chez eux, ça crée un désespoir qui fait qu'ils ne croient plus en rien. Si vous n'avez pas en France aujourd'hui, compte tenu des moyens, compte tenu le pognon dingue dont parlait Emmanuel Macron dans les dépenses sociales, si on n'a pas de quoi soutenir nos jeunes étudiants pour qu'ils puissent arriver au bout de leurs études, que font-ils ? Pour certains, ils s'en vont. Ils vont à l'étranger. Allez, très rapidement, une bonne nouvelle quand même, on va parler du ticket restaurant qui sera bientôt utilisable tous les jours, Perico. Oui, Serge Papin a fait une déclaration en disant que finalement, le ticket restaurant sera encore valable dimanche. Olivia Grégoire, quand elle était secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, avait aussi obtenu qu'il soit maintenu. Ensuite, il y avait une polémique. Les restaurateurs, évidemment, l'UMI en particulier, ne voulaient pas de cette disposition et considèrent que c'est une concurrence déloyale que l'on puisse utiliser un ticket restaurant qui est censé vous payer votre repas pendant la semaine ne soit pas utilisé le week-end ou pour des achats alimentaires. Et bien là, compte tenu de la conjoncture économique et la situation de certains foyers, eh bien on pourra continuer à utiliser les tickets restaurants le week-end. Voilà, même si c'est pas dans un but professionnel, ça contribue à la rétribution des salariés les plus défavorisés. Et je pense pas que ce soit. Je veux bien qu'il y ait une petite concurrence déloyale. C'est pas ça qui permettra ou qui aggravera le sort de la restauration. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est-il coupable d'ambiguïté, on va dire, sur le thème de la laïcité, du séparatisme ? On en parle dans un instant avec Arnaud Benedetti. Et vous n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. La France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Laurent Nunez aurait-il la main qui tremble ? Le ministre de l'Intérieur a annoncé vendredi le projet d'une nouvelle loi de lutte contre le séparatisme en complément de celle de 2021. Mais c'est le même ministre de l'Intérieur qui s'opposait le 12 mars dernier à l'interdiction du voile chez les mineurs lors d'un discours prononcé à la Grande Mosquée de Paris. Intraitable sur le séparatisme, oui mais pas trop. On en parle avec le directeur de la Nouvelle Revue Politique, Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour Arnaud Benedetti, merci d'être en direct sur Sud Radio en ce lundi de Pâques, mais vous êtes toujours fidèle au poste et en première ligne quand il s'agit de décrypter l'actualité, surtout quand elle est polémique, comme c'est le cas des déclarations de Laurent Nunez. Alors ça a été disséqué, commenté, ça a été stipendié. Pour autant, lorsqu'on se repenche sur la phrase, il faut toujours prendre un peu de recul pour comprendre ce que les gens ont voulu dire. Il y a surtout ce passage où il dit « C'est également ce qui justifie et justifiera que je pousse et défends, comme ministre des cultes, toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, dit-il en s'adressant au recteur de la mosquée de Paris, mon cher Shebs, combien le président de la République est attaché à développer et à mieux faire connaître l'islam. Ma question va être directe. Cette hypothèse a été évoquée. Est-ce qu'au vu des résultats assez positifs de la défense des musulmans de France et de l'islam par la France insoumise, est-ce que le camp de la Macronie, de ce qu'il en reste, pourrait se dire, mais pourquoi nous n'irions pas nous aussi à la pêche aux voix musulmanes, et au lieu de stigmatiser l'islam radical, est-ce qu'on pourrait pas expliquer aux musulmans qu'on les protège, qu'on les comprend très bien, et que finalement le voile, ce n'est pas grave? Est-ce que ça peut être une hypothèse qui tient la route? Pour moi, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure et qui tient relativement la route. Parce que la réalité, c'est qu'il faut s'intéresser à la pensée profonde d'une partie des classes dirigeantes françaises, et notamment d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2017, a fait une campagne, il faut s'en souvenir, sur une vision de la République qui était quand même étrangement proche du modèle anglo-saxon. Il flattait les communautarismes. Souvenez-vous de ce fameux discours de Marseille en pleine campagne avec M. Castaner, où il en appelle à toutes les communautés qui constituent le camailleux de la cité phocéenne.
il y a une tendance qui existe aujourd'hui parmi nos élites dirigeantes à finalement considérer que le modèle qui est le nôtre, qui est un modèle assez unique d'ailleurs dans le monde, le modèle de laïcité républicaine, universaliste, qui fait qu'on n'assigne pas les gens à leur trajectoire et à leurs origines, mais à une conception de la citoyenneté qui doit dépasser ces origines, cette vision, elle n'est pas partagée partout dans le monde et que mondialisation oblige, une partie de nos élites, finalement, aujourd'hui, sont plus proches de ce modèle, même si, lorsqu'ils sont en position d'exercer le pouvoir, ils sont évidemment contraints de défendre la vision traditionnelle de la République. Moi, je crois qu'il y a quand même cette pensée profonde qui agit au plus profond de l'État en France et qui fait que, malgré les préoccupations de l'opinion publique, parce qu'il y a une inquiétude de l'opinion publique, tous les sondages le montrent, par rapport à la montée des communautarismes et des séparatismes, considère que les stratégies d'accommodement sont un moyen finalement de résoudre les conflits et de dépasser éventuellement les tensions qui peuvent exister dans notre société. Est-ce que c'est la bonne voie ? Moi, je ne le pense pas personnellement. Je pense que c'est une voie de reddition, une voie d'abdication. Finalement, il y a 3 points importants dans la déclaration de Nunez. Il y a en effet ce qu'il dit sur le voilement des petites filles, ce qui est quand même quelque chose qui peut être considéré comme très choquant, parce que s'il s'agit d'un symbole de soumission, c'est bien le voile. Et je rappelle que d'ailleurs, le voile ne constitue même pas une préconisation du texte de l'islam. Absolument. Donc, ils vont au-delà de ce que peuvent demander des musulmans qui sont des musulmans pratiquants, mais qui ne sont pas des musulmans du tout attrapés par le salafisme ou par le frérisme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui me paraît important, en effet, c'est que le ministre des cultes, et là, c'est extrêmement choquant, n'a pas à se faire le prosélyte d'une religion, quelle qu'elle soit. Et là, en l'occurrence, lorsqu'il dit « je vais m'astreindre », sous couvert d'ailleurs du président de la République, à mieux faire connaître l'islam, il sort totalement de son rôle de ministre des cultes, qui est de garantir la neutralité. Ça, c'est, je crois, le deuxième point extrêmement important. Arnaud Benedetti, pour prolonger votre explication, effectivement, imaginez qu'on recrée le contexte, le ministre de l'Intérieur s'exprime, allez, imaginons à Notre-Dame ou dans un endroit qui dépend de l'archevêché de Paris, et s'adressant à l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, il dit « Et tu sais, mon cher Laurent, combien de présidents de la République est attaché à développer et à mieux faire connaître le christianisme ?» Je pense que cette déclaration aurait suscité des polémiques plus violentes que n'en a suscité sa déclaration à la mosquée. Ah, mais clairement, vous avez parfaitement raison de souligner finalement, je veux dire, cette comparaison, parce que c'est une comparaison qui en dit long sur l'état, in fine, que d'aucuns qualifieront de soumission d'un certain nombre de responsables politiques quant à la pression qui est exercée par les plus radicaux de l'islam. Comme si on avait peur. Je crois que c'est ce que traduisent aussi les déclarations de Laurent Nunez, qui plus est à la Grande Mosquée de Paris, qui est un lieu qui est quand même sous contrôle algérien, il faut le rappeler. Absolument. Avec un grand recteur qui ne cache pas sa proximité avec le président Tebboune et le pouvoir algérien, ce qui n'est d'ailleurs pas sans manquer de poser un certain nombre de questions. Le faire dans ce lieu, avec les mots qu'il a employés, finalement, on a là, si vous voulez, toutes les conditions d'une controverse et d'une polémique qui n'a pas eu lieu, d'une certaine façon, et qui mériterait quand même un certain nombre d'interrogations et de questions. D'ailleurs, on peut se poser des questions, on peut s'interroger sur le fait que cette déclaration soit passée complètement sous les radars le 12 mars. Alors, on le comprend, il y avait une actualité qui était extrêmement soutenue avec l'Iran d'un côté, les élections municipales. Cette déclaration est réapparue sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Mais, in fine, elle ne crée pas, si vous voulez, une émotion au-delà de ceux qui s'inquiètent en effet aujourd'hui du respect des principes de laïcité qui sont les nôtres et qui constituent quand même, qu'on le veuille ou non, le cadre dans lequel on peut faire cohabiter des gens qui croient ou qui ne croient pas, ou des gens qui croient des choses différentes. On jette quand même, en tenant de tels propos, on jette quand même de l'huile sur le feu, sur le brasier de l'intégration ratée. Je parle même pas d'assimilation. Enfin, c'est encourager des communautés de Français musulmans qui s'estiment dénigrés, qui s'estiment discriminés. C'est les encourager, et je donne suite aux propos du maire de Saint-Denis où il dit c'est un pays raciste. Est-ce qu'un homme politique
politique de cette importance-là, ministre de l'Intérieur, même si Nunes n'est pas un grand leader politique, il a un poste étatique important. Est-ce que le risque n'est pas énorme d'aggraver les fractures et de relancer des polémiques qu'on aurait pu croire éteintes? Ben complètement. Si vous voulez, le rôle des responsables politiques dans un État qui est un État unitaire, qui est un État qui repose sur un modèle de laïcité qui est clairement établi, c'est de ne pas finalement rajouter dans la fragmentation de la société française et dans la communautarisation. Finalement, le discours du ministre de l'Intérieur et des cultes est un discours d'accélération des communautarismes et des fracturations de la société française. Il les prend à son compte, il les reconnaît et d'une certaine manière, par les mots qu'il emploie, il les encourage. Parce que quand il dit que finalement, le voilement des filles mineures ne constitue pas un problème et ne saurait faire de sa part l'objet d'une action visant à interdire ce type de pratique, il accepte que l'on puisse finalement voiler des petites filles qui, bien évidemment, le font sans aucun consentement, on l'imagine, bien compte tenu de leur âge, et donc ils prennent en plus, qui plus est, derrière, je veux dire, les coups de canif qu'ils donnent au principe de laïcité, au principe d'unité, ils prônent, j'allais dire, une vision assez inégalitaire de la société entre les hommes et les femmes. Que peut penser une jeune Française musulmane à qui l'on explique qu'elle doit porter le voile pour se protéger du regard impur de ses camarades de classe, de ses voisins, de ses amis? En République française, on se dit, mais cette question n'a pas à être posée. Or là, le ministre de l'Intérieur dit, mais je comprends très bien qu'on pose la question. C'est énorme comme enjeu. Mais c'est énorme. Enfin, il ne devrait même pas se poser de questions. C'est pour ça. Il y a un principe de base dans une société démocratique et libérale, c'est l'émancipation de l'individu. Et l'émancipation de l'individu, elle ne peut passer évidemment par la contrainte que constitue le port du voile. Si vous voulez, des questions qui ne se posaient pas il y a 30 ans ou 35 ans, aujourd'hui, on vient à se poser, ou elles étaient posées en effet par des acteurs du communautarisme, des acteurs du séparatisme, qu'on n'appelait pas ainsi à l'époque, mais qu'on appelle aujourd'hui ainsi. Mais aujourd'hui, ce sont des responsables politiques qui sont censés nous aider et même se battre contre toutes les formes de communautarisme et de séparatisme qui reprennent à leur compte des notions ou des pratiques qui ont été forgées par notamment les fréristes ou les salafistes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi dans sa déclaration, on n'a pas insisté là-dessus, c'est qu'il met en cause ceux qui posent la question de la compatibilité finalement de l'islam et de la laïcité, qui est une question qu'on peut se poser dans un débat intellectuel et dans un débat politique. Reprenons de manière implicite la notion d'islamophobie, qui est une notion qui a été forgée là aussi par les frères musulmans pour empêcher toute question autour de l'islam. On a le droit de s'interroger sur les religions, on a le droit de s'interroger sur le christianisme, on a le droit de s'interroger sur le judaïsme et on a le droit également de s'interroger sur l'islam. Arnaud Benedetti, vous serez bien d'accord, le ministre de l'Intérieur et des cultes, il a insisté, et là pour s'assurer dans le cadre de la 1905 que les cultes sont protégés bien entendu, mais qu'ils doivent se limiter à la sphère privée et en aucun cas à la sphère publique. Je pense que les choses sont claires dans le texte de la loi. Très clairement, vous avez parfaitement résumé ce qu'est la philosophie de la laïcité et de la loi de 1905, c'est-à-dire que on n'a rien contre les religions, on leur permet bien évidemment de pouvoir s'exprimer et on permet aux croyants de pouvoir pratiquer leur religion, mais les religions ne peuvent en aucun cas, imposer la norme qui est la leur dans la société civile et dans la cité. Merci Arnaud Benedetti pour votre témoignage et bien entendu, Merci. Je pense que cette affaire en rapporte probablement une suite politique et j'aurai besoin de votre avis le moment venu. À très bientôt Arnaud Benedetti. Avec plaisir, merci. Vous restez avec nous, je vais recevoir notre confrère Pascal Perry, journaliste économique très économiste et journaliste économique très connu. Avec lequel nous allons faire un point sur la situation économique à laquelle nous sommes confrontés après cette 4e guerre du Golfe, les impacts qui sont immédiats, les carburants qui explosent. Est-ce qu'il y aura un suivi durable de cet impact économique? Est-ce qu'on va continuer à avoir une redistribution des cartes avec des tarifs qui vont exploser, un désordre économique supplémentaire, de la fracture sociale qui va s'aggraver, ou est-ce que c'est juste un incident de parcours? Et comment la France aujourd'hui, dans l'état
l'état où elle est, peut-elle faire face, parce que les indicateurs que nous avons prouvent qu'on est à l'os, qu'on n'a plus de marge, et que chez nous, les impacts sont beaucoup plus douloureux que dans d'autres pays. Vous restez avec nous de 13h à 14h avec Pascal Perry. Vous nous appelez au 0826 300 300. Évidemment, c'est un sujet qui vous concerne, c'est un sujet qui vous touche, et on répondra à vos questions, à vos états d'âme et à vos interrogations. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce lundi 6 avril, ce lundi de Pâques. Je suis en présence de mon confrère. On a été collègues à un moment donné, confrères, et pourquoi pas, je peux dire, il y a une amitié professionnelle forte avec Pascal Perry. Pascal Perry, merci d'être là. Je vous avais reçu pour votre ouvrage sur les présidents de la République, ce bilan, et vous continuez à agir sur TF1 et LCI surtout, où l'on vous écoute régulièrement. Je vais dire un petit mot de vous, Pascal Perry. Je voulais que vous soyez là aujourd'hui. Je voudrais décrypter avec vous la situation économique et politique. Tous les journalistes économiques français sont très bons, hein. Mais vous avez, à mon avis, un ton un peu dissonant, et vous n'hésitez pas, contre ce que la doxa peut quelquefois laisser croire, vous n'hésitez pas quelquefois à dire les choses différemment, à poser des problèmes, peut-être à contrarier des gens qui considèrent que vous êtes quelqu'un de très objectif, ou au contraire très subjectif, et pourtant je sens bien que vous parlez vrai. Ici c'est la radio du Parlons Vrai. Moi je vous ai toujours parlé vrai, et beaucoup d'observateurs m'ont dit Pascal a eu du courage, t'as vu ce qu'il a dit l'autre jour. il a osé le dire, voilà. C'est gentil, voilà. C'est gentil de le remarquer. Et le copain l'anglais aussi est un petit peu dans cette catégorie. Oui. Ça ne retire rien aux autres plus académiques, plus solennels. Voilà, vous dites des choses, et c'est vrai que vous êtes un journaliste. En fait, vous êtes un journaliste qui constate le réel, et le réel, quelquefois, n'est pas toujours agréable à entendre. Voilà, j'ai quelquefois même oiseau de mauvais augure en disant, oh là là, Perry nous annonce, un médecin, quand il fait son diagnostic, s'il y a une pathologie embêtante, il y a une courage, quelqu'un avait fait campagne sur le courage de la vérité. Le courage de la vérité. Mais en termes de journaliste, déontologiquement, je pense que ça serait pas mal. Pascal Perry, merci d'être là aujourd'hui sur Sud Radio. Je veux juste que l'on fasse un long point d'une heure avec vous. Cette guerre inattendue, cette 4e guerre du Golfe, lancée par M. Netanyahou, suivie par M. Trump, qui est en train de tourner, on ne sait pas exactement si c'est au vinaigre ou à l'enfumage. En tout cas, nous en subissons les conséquences. Le portefeuille des Français, on disait autrefois le panier de la ménagère, ça n'existe plus. Nous en subissons les conséquences avec une explosion du carburant. Là, je n'ai vu que des artisans ce week-end qui allait très bien jusqu'à il y a quelques mois, qui me dit là, cette marge, je suis en train de reperdre des petites marges que j'avais. Alors des plombiers, des charpentiers, vous voyez, des commerçants qui me disent, et puis des gens qui me disent, est-ce que Pascal Perry, ça va être juste une tempête momentanée liée au conflit, ou tel que ça s'est présenté, on peut avoir, comme pour le Covid, des effets secondaires sur la durée. À savoir qu'on est en train de repenser notre équilibre économique. Il y aura des effets secondaires sur la durée, mais sur la première question, la religion des économistes n'est encore pas tout à fait faite, la mienne non plus d'ailleurs, sur est-ce que c'est un choc de prix ou est-ce que c'est une inflation de long terme. Pour le moment, c'est un choc de prix. Pourquoi ? Parce que sur le marché des hydrocarbures notamment, gaz, pétrole, la quantité de production serait suffisante pour répondre à la demande. Le monde, si vous voulez, consomme environ 100 millions de barils par jour. On est capable de les produire. Donc il y a un phénomène d'équilibre. Et le baril était à, de mémoire, $60. 62, il est même descendu à 58. J'ai vérifié il y a quelques jours, il était descendu à 58 au cours des 6 derniers mois. Donc il n'y a pas de déséquilibre. Si et là, on est à 100, 120. On était, quand je suis parti tout à l'heure de mon travail pour vous rejoindre, il était à 110. Oui. Bon, il a beaucoup presque augmenté, il a presque doublé, il a augmenté de façon très significative. Ça, c'est le choc de prix. Vous avez un événement géopolitique, le détroit d'Ormuz est fermé, bloqué en partie en tout cas. Vous avez 10 millions de barils qui ne passent pas, donc c'est 10% de la production, déséquilibre offre-demande, et là, vous avez un choc de prix. Si demain, alors ce soir, conférence de presse de Donald Trump, si demain, la situation empire, je vous dirais, on passe du choc de prix au choc d'inflation. Si en revanche, Donald Trump dit, écoutez, dans 10 jours, on se retire, et puis finalement, on a trouvé les voies et moyens de sortie du conflit, je vous dirais, on va revenir à une situation normale. Mais, entre-temps, parce que c'était votre question, Perico, l'inflation se sera diffusée au reste de l'économie.
vous faites le tour. Vous évoquiez les artisans, les commerçants, les professions libérales, tous ceux qui ont besoin de rouler. On est quand même drogué au pétrole. On est drogué l'électrification du parc automobile français. Enfin, l'économie repose sur du thermique. Pour l'instant, on est d'accord. On est là-dessus. Et vous allez vous allez vers l'industrie lourde, sidérurgie, chimie, médicaments. Toutes les industries sont très dépendantes des hydrocarbures aujourd'hui, et donc progressivement l'inflation du pétrole ou le choc de prix du pétrole ou du gaz va se diffuser progressivement dans l'économie, et vous allez le retrouver à la fin payé par le consommateur. Le maraîcher qui a besoin de réchauffer un peu ses fraises en ce moment, je pense à celui-là. Ses salades dans la région du Val Nantais, ceux qui ont besoin de faire tourner le tracteur, la batteuse, puisqu'on peut aussi parler de notre alimentation, les coûts de production globalement augmentent, et donc vous allez le retrouver à un moment ou à un autre. Sauf qu'ils peuvent pas, ils vous disent, moi je les ai rencontrés tout le week-end, j'ai vu toutes les catégories, hein. J'ai vu des transporteurs, j'ai vu un carreleur, un plombier, des maraîchers, qui m'ont dit, nous ne pouvons pas répercuter, on répercute un petit peu, sans ça on perd notre clientèle. Donc on mange sur notre marge, qui était déjà restreinte, nous sortions un petit peu la tête de l'eau depuis quelques mois, c'est vrai, oui. Voilà. Et boum, la deuxième lame repasse derrière, on n'a plus rien. Alors si ça dure un mois encore, bon, ils disent on pourra faire face. Pour certains, ils m'ont dit si ça doit durer plus longtemps que ça, pour moi c'est le dépôt de bilan. Alors il y a la problématique des trésoreries, parce que c'est ça, les entrepreneurs, commerçants, artisans, la structure française des entreprises, c'est des PME, souvent à court de trésorerie, c'est-à-dire des entreprises qui manquent de capitaux propres. Les capitaux propres, c'est ce dont on est propriétaire soi-même. Et de trésorerie, la trésorerie, c'est l'oxygène de l'économie. Oui, mais vous rendez compte, vous avez de l'argent à la banque, vous pouvez payer. Oui, mais c'est terrible parce que elles font leur trésorerie, ils l'ont constituée à la sueur de leur front, et tout d'un coup le magot va partir, pas parce qu'ils ont réinvesti, parce qu'il y a une hausse du carburant. La trésorerie descend par l'ascenseur, remonte par l'escalier. Ça vous va la formule? Oui. Ça dit bien les choses. Hein, ça dit qu'il faut beaucoup de temps, c'est ce que vous avez expliqué, il faut beaucoup de temps pour constituer une réserve de trésorerie. C'est une cagnotte, malgré tout. Et puis vous pouvez la dépenser très vite parce que il y a un choc de prix, précisément, les hydrocarbures. Mais je pourrais aussi vous parler du prix des métaux. C'est un petit matelas au départ, mais bien sûr. Ça et qui se réduit. Et donc il faudra que si des situations comme celle-ci se multiplient, les banques jouent leur rôle, c'est-à-dire accordent des facilités de caisse aux entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, qui en ont besoin, dont l'exploitation n'est pas compromise et qui ont besoin d'un peu d'oxygène, qui ont besoin de la bouteille d'oxygène, si vous voulez, pour traverser cette période compliquée. Est-ce que vous pensez que certaines vont rester oui, il y en a qui vont rester sur le carreau. Hein. Celles dont la situation est tendue aujourd'hui, celles dont la situation était déjà tendue hors crise, et qui affrontent cette crise additionnelle, celles-là seront en difficulté et pourront en effet rencontrer un risque mortel. Enfin, le risque vital, c'est aussi le risque mortel, en substance. C'est-à-dire le risque de disparition pour certaines d'entre elles, alors que elles étaient dans une situation. Alors certes, c'est souvent pas des situations confortables. Vous savez, on a en France un vrai problème de capital, c'est-à-dire qu'on a une méprise, on méprise le capital. Il se passe pas une journée sans que j'entende dire il est méchant le capitalisme, c'est épouvantable, que les capitaux c'est horrible, etc. Moyennant quoi, on est quand même content que Total réalise des bénéfices aujourd'hui pour pouvoir redistribuer une petite partie. Juste une insiste, Pascal. Bravo et merci à Total d'avoir maintenu des prix. Alors, je sais pas s'ils ont perdu, mais non, ils ont pas perdu. Ils ont quand même à 2,09 le prix du diesel. 1,99 alors que je l'ai vu à 2,79 sur l'autoroute. Donc, ils ont fait un effort, c'est indéniable. Non, mais ils ont fait un effort. Moi-même, je suis rentré de ma Corrèze ce week-end. Il se trouve que j'avais loué une voiture parce qu'il n'y avait plus de place dans les trains. Et par conséquent, donc, j'ai regardé les prix. On était, y compris d'ailleurs, chez un distributeur, un très grand distributeur français, le premier de tous, qui a aussi une station-service à Brive, pour être très clair. On était au-delà des prix de Total. Donc, heureusement que Total propose aujourd'hui cette petite ristourne. Alors, je sais elle s'arrête demain, je crois. C'est jusqu'au 7 avril. Elle sera prolongée. Je pense qu'elle sera prolongée. Mais enfin, 50 semaines sur 52 dans l'année, on fait le procès du pétrolier français, le seul qu'on ait. Moi, je préfère qu'on soit dépendant d'un pétrolier français qui peut mener ce type de politique plutôt que d'un pétrolier anglais, néerlandais
ou encore moins américain. Voilà. Petite observation humoristique, beaucoup de copains m'ont dit bon, avec le prix on n'aura pas d'encombrement à la sortie de Paris ni à la rentrée, les gens vont pas sortir parce que l'essence et le carburant sont trop chers. J'ai jamais vu autant de monde sur les autoroutes et dans les trains. Donc ça n'a pas dissuadé tout le monde, il y a peut-être des gens. Ça dissuade pas tout le monde. Les Français ont définitivement arbitré entre la qualité de vie quotidienne et les loisirs et continuent de consommer des vacances et des loisirs, quitte d'ailleurs à appauvrir leur assiette alimentaire, au passage, à faire des économies sur les courses alimentaires. Oui, mais on va en parler. Voilà. Vous savez que c'est un sujet qui me touche personnellement, je vais en parler. Il me touche aussi, c'est pourquoi je vous en parle. Vous avez compris, je reçois Pascal Perry, notre confrère de LCI, journaliste, économiste, qui a son franc-parler, qui parle vrai lui aussi, et nous essayons tant bien que mal, non pas de lire dans l'avenir, Pascal n'a pas dit ni de barre de café, ni de boule, mais il a quand même quelquefois des prémonitions, et je confirme que certaines de vos prédictions se sont révélées souvent vraies, alors que vos confrères pensaient le contraire. Vous nous appelez au 0826 300 300, évidemment ce sujet vous touche et vous concerne, bien sûr que vous êtes confrontés au même problème, et Pascal Perry, il répond à tout, il a peur de rien, vous verrez, il répond, c'est pas qu'il va pas vous mordre, même si vous posez une question qui est un petit peu à côté de la plaque, il vous donnera le bon décryptage pour comprendre ce qui nous arrive et peut-être un message d'espoir. Voilà, on reste un pays assez riche, le tout est de savoir combien de temps on va le rester. À tout de suite sur Sud Radio, vous nous rejoignez avec Pascal Perry. Midi 14h, la France dans tous ses états. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. En ce lundi de Pâques 6 avril, 13h19, je suis avec Pascal Perry, notre confrère de LCI, éminent économiste, parleur vrai. Et quand on parle d'argent, parler vrai, ça fait mal. Alors, je dis pas qu'il est le seul à parler vrai, mais Pascal a son franc-parler et il met les points sur les i, il ajoute le là qu'il faut quand une information vient à manquer. Pascal Perry, on était en train d'évoquer l'impact de cette 4e guerre du Golfe sur notre vie économique, avec le risque pour certains artisans qui venaient à un petit peu de se remettre. Il y en a un qui me disait, je viens à peine de rembourser le GPE, je repars aujourd'hui la tête sous l'eau. Le PGE, oui. Le PGE, pardon. Le plan, oui. Le remboursement, le prêt garanti par l'État. L'emprunt commun. Le constat douloureux pour nous, Français, en comparaison avec les 26 autres États de l'Union européenne, notre économie est à l'os, marge de manœuvre absolument réduite, 3600 et quelques 3300 milliards de dettes, ce qui veut dire que le gouvernement ne peut aujourd'hui rien faire, pas ouvrir un robinet, pas une vanne, pas renvoyer un ascenseur, marge de manœuvre réduite à zéro. Alors, il y a deux éléments de réponse. Un, effectivement, pour répondre à cette question, non. Nous n'avons plus les moyens, mais deux, quand bien même nous les aurions, est-ce qu'il faudrait le faire ? Moi, je me pose la question. D'accord, oui, c'est une question politique de fond, là. Oui, c'est une question politique de fond, si vous voulez. Moi, j'ai été échaudé par la période du Covid, et puis par la période qui a suivi le déclenchement de la guerre russe en Ukraine, au cours de laquelle l'État a mis autour de 50 milliards d'euros sur la table, en chèque énergie, ristourne carburant, etc. Ça a profité à tout le monde. Or, vous l'avez décrit vous-même, la situation, vous l'avez parfaitement décrite. Il y a des Français qui sont exposés plus que d'autres à la crise. Vous avez d'abord ceux qui sont modestes, pour qui cet effort additionnel est insupportable. Oui. Vous avez ceux qui sont dépendants des déplacements, qui sont les prisonniers de la mobilité, pour dire les choses simplement, et qui ne peuvent pas utiliser les transports publics, mais qui ont besoin de leur voiture. Bon. Dans le cadre de déplacements personnels, mais aussi dans le cadre de déplacements professionnels. Il y a des gens qui sont pas allés en week-end familial de Pâques, j'en ai vu 4 qui m'ont dit non, là j'ai pas pu y aller, il fallait faire 400 km. Bien sûr. Enfin, pour reprendre un autre exemple, je ne sais pas, le type qui travaille à Toulouse et puis qui vit à Colomiers, par exemple, ou celui qui vit à Schiltigheim et puis qui doit aller travailler à Strasbourg. Et ici, il n'a pas de voiture. Dans certains cas, il est prisonnier. Imaginez qu'il ait des horaires décalés. Ça lui fait 60 km par jour. Mais il a besoin de son véhicule. 300 km par mois. Les agriculteurs ont besoin de produire. Oui. Les transporteurs ont besoin de transporter. Le transport aérien consomme lui aussi des ressources en hydrocarbures. Les professionnels de santé dans les régions. Vous regardez la situation des Français. Il y a les quelques millions de Français qui vivent dans des métropoles et qui sont directement connectés à des moyens de transport publics.
souvent d'ailleurs économiques. Oui. Et puis il y a tous les autres. Vous avez 40 millions de Français qui vivent dans des villes moyennes ou dans de petites villes dans lesquelles le service des transports collectifs n'est pas assuré, qui sont dépendants de leur voiture. Ceux-là, il faut pouvoir les aider. Donc ça répond en partie à votre question. Nous n'avons plus les moyens parce que la ressource publique est tarie, parce que nous avons dépensé sans compter l'argent que nous n'avions pas, c'est-à-dire nous avons tiré sur la dette autant que nous pouvions le faire, et dans des conditions qui sont déloyales pour ceux qui viendront derrière, mais de surcroît, nous devons aider aujourd'hui, si nous devons aider des professions, c'est uniquement celles qui sont très dépendantes et qui remplissent d'une certaine façon un service public. C'est l'infirmière. C'est l'infirmier, c'est l'aide-soignant, c'est toutes ces professions paramédicales, ce sont les aides de vie pour une population vieillissante qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer et assurer le service auprès du public. Donc, vous dites bien, hors de question, on comprend très bien de baisser de façon générale la nouvelle taxe sur les carburants. Rappelez-moi son intitulé, TGPE, la TICPE. TICPE, ouais. Autrement c'était la TIPP. C'est ça, c'était l'ex-TIPP, absolument. Là, vous convenez qu'on peut pas y toucher, parce que le quoi qu'il en coûte est terminé, on pourrait dire. On pourrait, Péricot, oui, je vous on interroge peut, juste une mais seconde. on repart dans le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on aggrave la dette. Alors, on aggrave la dette, on réduit les recettes de l'État qui en a besoin. On peut discuter à l'envi, vous pouvez faire 1000 émissions sur le sujet. Est-ce qu'il faut fiscaliser les ressources en hydrocarbures? Oui. Est-ce qu'il faut le faire? Là, ce que propose le gouvernement, c'est une aide secteur par secteur. Oui, mais ça, on peut avoir ce débat. Là où on pourrait éventuellement prendre une mesure technique, ce serait de supprimer la TVA sur la TICPE. C'est-à-dire qu'il y a, dans la structure de prix du litre d'essence que vous payez, il y a la partie matière première, il y a l'achat de la matière première, il y a la rémunération du raffineur, la rémunération du distributeur, et puis il y a la fiscalité. Et dans la fiscalité, il y a la TICPE, il y a de la TVA, et il y a de la TVA sur la fiscalité. Ah oui, il y a deux fois la TVA. Voilà, on pourrait éventuellement s'en passer, mais qu'est-ce que ça va changer? Vous allez gagner 3 centimes au litre. Oui. Est-ce que ça va faire la différence, franchement? Est-ce que ça nous ramènera à un litre proche d'1,50 €? La réponse est non aujourd'hui. Qu'est-ce qui plombe aujourd'hui la ressource économique de la République française? Le fait qu'elle est aujourd'hui prisonnière, pas de marge de manœuvre. On va aller dans les grandes lignes et les grands débats. Est-ce que le coût de la retraite en France n'est pas une des causes de notre malheur économique? Le coût de le pognon dingue du social en général, et la retraite, et en particulier, Pascal Perry, la retraite du service public. Est-ce que nos fonctionnaires ne nous ruinent pas? J'ai que du respect pour eux. Mais est-ce que cette volume... Oui. Alors, vous avez raison de prendre cette précaution oratoire. On n'en veut pas aux fonctionnaires. Non. On en veut à un système. Au système de cotisation. Oui. Comment? Et puis ils ont besoin de retraite, surtout eux. Mais encore qu'on puisse discuter. Le fonctionnaire, c'est les magistrats, c'est les policiers, c'est les enseignants, c'est les fonctions régaliennes de l'État. Que le jardinier de la ville de Châteauroux soit fonctionnaire, non. La réponse, c'est non, on n'a pas besoin de fonctionnaires pour faire ça. Bien. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on a rappelé le respect qu'on a pour les individus, on a en effet un modèle de retraite en France qui est très consommateur. Alors on veut pas faire de réforme. Les Français, quand on leur dit il faut travailler un peu plus, ne le veulent pas. Très bien, mais vous allez vous appauvrir. La réponse est vous allez vous appauvrir. Jusqu'à présent, on finance la retraite avec la dette. L'essentiel de la dépense publique en France, c'est un peu ce que sous-entend votre question, c'est la dépense sociale. Oui. La retraite notamment et l'assurance maladie. Oui, sur la retraite, en effet, chaque année, la cotisation d'équilibre de l'État pour financer le déficit structurel de la retraite des fonctionnaires, c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros. Donc chaque année, l'écart entre les recettes naturelles de la retraite des fonctionnaires et les dépenses et les charges, c'est 30 milliards d'euros. Et donc c'est une cotisation d'équilibre. Pourquoi je ne parle pas de déficit de la caisse de retraite des fonctionnaires? Parce qu'elle n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de caisse de retraite. C'est l'État qui c'est un engagement. C'est un engagement hors bilan, si vous voulez, de l'État qui, lorsqu'il crée un emploi de fonctionnaire, s'engage sur 41 ou 42 années d'activité, 22 ans, entre 20 et 22 ans de pension de retraite et 10 ans de réversion. C'est ça.
la Vous réalité. savez, Pascal, et c'est vous qui me l'avez un jour appris, si on l'ajoute aux 3360 milliards, on est à combien? On est presque à 400, si on ajoute On double. On double. On double, c'est considérable. Et c'est le vrai chiffre. Hors Et c'est bilan. le vrai, oui. Ah non, Hors ça, c'est bilan. incontestable. Vous prenez une boîte, une entreprise privée, et voilà, elle a acheté du matériel, elle a des salariés, elle s'est engagée à les garder. C'est une charge, non? Elle s'engage à une charge. Alors pourquoi ce qui est vrai pour les entreprises ne le serait pas pour l'État? Encore plus vrai pour l'État, puisque quand vous engagez à créer un poste de fonctionnaire, vous acceptez le principe du statut de la fonction publique, dans lequel il n'y a pas de licenciement. Donc vous vous engagez à le garder jusqu'au bout. Dans une boîte privée, à la rigueur, un type fait pas l'affaire, il y a un licenciement, soit un divorce par consentement mutuel, soit une procédure pour faute. Mais enfin, vous pouvez vous en séparer. Dans le cas d'un fonctionnaire, c'est pas le cas. Vous le gardez. Donc vous gardez les charges qui vont avec, et ça s'appelle un engagement hors bilan. Donc en effet, oui, nos finances publiques aujourd'hui plombées par non plus les dépenses de l'État qui sont devenues assez modestes. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un préfet. On les a resserrés un petit peu. Un préfet d'un département qui est un département plutôt rural. Il me disait, j'ai 4 000 euros par mois, 4 000 euros par an, pardon, pour faire toutes mes réceptions. C'est pas une fortune. Non. Donc, non. Là, on serre les boulons. En revanche, pour certaines dépenses, collectivités, dépenses sociales, etc., ou dépenses de l'hôpital public, par exemple, on n'a pas fait le travail nécessaire. Je crois reconnaître le préfet, je pense que c'est un département du centre de la France, avec 4 000 euros de budget pour un an de réception. Donc, il comptait un petit peu sur la générosité des vignerons et autres. Je suis avec Pascal Perry, on discute, on peut dire, à euro rompu de la situation économique que nous traversons, aggravée par le conflit au Proche-Orient, et on essaie, bien évidemment, de décrypter quels sont les tenants, les aboutissants, et est-ce qu'il y aura une issue possible. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300, Pascal Perry répondra à vos questions. Il reste encore une demi-heure, et là je vais aborder avec lui la question qui fâche ou la question qui tue. Pascal Perry, à qui profite la crise? Réponse dans quelques secondes. Midi 14h, la France dans tous ses états. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Pascal Perry en ce lundi de Pâques 2026. Je ne dis pas que nous n'évoquons que des choses agréables, mais enfin on essaie de comprendre un petit peu ce qui nous arrive et surtout pourquoi nous en sommes arrivés là. Pascal Perry qui connaît la richesse et la puissance de la France. Il est journaliste économique depuis un certain temps, il en a vu d'autres. Il vous le dit pas, mais il se désole de voir un tel gâchis avec un pays qui a un tel potentiel, des chefs d'entreprise formidables, un grand peuple. On a tout pour réussir. Mais oui. Tout. Mon Dieu que ça a été mal géré. Et là, je disais tout à l'heure, avant notre petit espace publicitaire, nous allons vous poser la question, je vais poser la question à Pascal Perry. À qui, finalement, profite, non pas le crime, mais la crise? Il y a plusieurs réponses. M'est avis, cher Pascal Perry, que les Chinois sont pas les moins bien placés dans cette opération. Alors, si on se situe à l'échelle des grands belligérants dans ce conflit, regardons la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Alors, il faut la voir avec un œil volontaire et honnête. Les États-Unis font pression sur l'Iran pour réouvrir le détroit d'Ormuz, poursuivre la guerre, mais l'Iran dispose d'abord d'une grande capacité de résilience, continue de contrôler le détroit d'Ormuz, et si vous regardez bien une carte de géographie, de l'autre côté de la mer d'Oman, exerce une pression à distance sur les alliés américains. Vous avez dans l'ordre Oman, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Koweït. Ce sont des grands producteurs de pétrole. Ce sont aussi des fabricants d'engrais. C'est quoi, c'est un tiers de la réserve mondiale à peu près? Alors c'est une grande partie de la réserve mondiale, je saurais pas dire, mais un peu de choses entre 30 et 40%. Mais c'est l'endroit où la Chine s'approvisionne. Et la Chine, même si elle se désensibilise du pétrole, parce qu'elle investit dans les éoliennes, dans le solaire, dans le nucléaire aussi, massivement. La Chine dépend toujours du pétrole. Elle en a besoin, cruellement, on est d'accord. Absolument. Et comme elle est une alliée de l'Iran, on peut imaginer demain
que lorsque la poussière de la guerre sera retombée, elle bénéficiera d'un traitement de faveur de la part des Iraniens. Elle continue d'ailleurs d'acheter. Il y a des vraquiers et des porte-containers. Les pétroliers chinois peuvent franchir ils ont un droit de passage. Qui passent librement à cet endroit-là. Voilà. Alors, il y a un péage pour les autres. Oui, pour les autres, mais pas pour les Chinois. Pourquoi ? Parce que la Chine fournit notamment des systèmes de satellitaires de surveillance à l'Iran et réalimente son arsenal en missiles notamment. Donc si l'Iran tient bien, c'est pas extérieur, c'est pas étranger à la Chine et à la Russie. C'est ça. Alors on peut et demain, je pense, pour aller un peu plus loin dans le raisonnement, je pense qu'une partie de ces échanges se fera en monnaie chinoise, ce qui renforcera la puissance de la Chine en affaiblissant le dollar. Vous vous rendez compte, le yuan prendrait la place du dollar? Sans doute pas, parce que la Chine a aussi dans ses réserves, la Chine détient une partie de la dette américaine. Alors donc elle n'a pas tout à fait intérêt à définitivement tuer le dollar. En revanche, elle peut le maintenir à un niveau qui lui convient. Et on va garder cette formule que elle a le contrôle sur la situation. Donc demain, les Chinois peuvent en tirer parti. D'ores et déjà, les Russes en ont tiré parti. Alors, c'était ma deuxième question. Mais le Poutine vend du pétrole, là. Mais revend du pétrole et du gaz à profusion. Avec l'augmentation que l'on sait. Avec l'augmentation. Donc Trump est en train directement, et Netanyahou, d'enrichir Poutine, qui est en train de refaire ça. Trump va donner son feu vert. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la consigne américaine, la consigne de la Maison-Blanche, c'est de ne plus traquer la flotte fantôme de la Russie qui transportait, alors sous pavillon panaméen, parfois comorien, on a eu des choses un peu baroques. Tout à fait, on a eu dans la Manche, le pétrole russe, et donc pétrole et gaz, et vous allez voir, Perico, on en reparle peut-être la prochaine fois que je viens vous rendre visite, à un moment ou à un autre, les Allemands vont faire pression pour qu'on réachète du gaz russe. Parce qu'ils en ont besoin, parce que leur industrie en a absolument besoin. Donc ça, ce sont les gagnants de court terme, mais on peut considérer aussi que si la guerre ne va pas à son terme et que si le régime iranien reste en place, il aura lui aussi gagné. Emmanuel Galasso me fait signe qu'il y a un autre Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Perico, comment ça va? Ça va bien. Vous voyez, on est avec Pascal Perry en train de discuter de notre conjoncture économique pour utiliser les thèmes consacrés. Voilà, c'est pas qu'on est pessimiste, mais on n'est pas très optimiste non plus pour l'instant sur les dégâts. Vous vivez la crise, vous, en direct aussi ou non, Emmanuel? Je la vis à cause de l'augmentation du litre de carburant. J'ai une vieille voiture que j'aime beaucoup, mais qui consomme énormément. C'est quoi comme voiture? Une Jaguar. Ah ben je vous comprends. Quel modèle? Elle a 22 ans, c'est une Jaguar X-Type. Ah oui, mais Emmanuel, sa tête, la Jaguar, c'est magnifique, mais sa tête, on est sur du 29 litres au 100, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que vous faites un petit tour au bois de Boulogne et vous revenez au maximum, c'est ça? Non, là, j'ai renoncé à aller, à partir en week-end ce mois-ci. Ben voilà, c'est ce que je disais à Pascal Perry, je connais des gens qui n'ont pas pu y aller. Alors sans Jaguar aussi. Oui, sans Jaguar. Emmanuel, vous avez quand même fait un choix de conserver une voiture qui est un collector. Alors elle est collector, mais c'est un objet d'art. Ça ne devrait pas être un objet de locomotion. Voilà. C'est une routière extraordinaire. C'est la plus confortable des voitures que j'ai jamais vue. Je vous crois. Alors comment vous faites pour gérer cette situation, Emmanuel? Écoutez, alors personnellement, donc je vous l'ai dit, c'est simple, hein, je roule beaucoup moins et je suis retraité depuis peu, donc heureusement, je n'ai pas à aller me déplacer comme par le passé. Sinon, pour ce qui concerne la situation actuelle économique, ce qui se passe dans ce Golfe, etc. J'ai pas tout à fait la même analyse que votre invité. Que Pascal Perry. Pascal Perry, j'ai probablement naturellement pas autant de connaissances et de sources que lui, mais comme ça de but en blanc, moi mon impression était quand même que cette crise fait un grand tort aux Chinois parce qu'ils ont des vrais problèmes là d'approvisionnement. 90% quand même de leur approvisionnement en pétrole vient d'Iran. Ah non, non, c'est pas 90, hein, c'est 30. 30%. Non. 30%. C'est 30 seulement? Oui, ce qui est déjà énorme pour un pays comme la Chine. Vous savez, c'est beaucoup. 50% de leur approvisionnement en hydrocarbures est lié à la région. Mais dans la région, Emmanuel, on met
l'Iran, le Koweït, les Émirats arabes et Bahreïn. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas mis leurs œufs dans le même panier, parce que s'ils se fâchaient avec l'Iran, ils auraient été mal avec Qatar. Voilà. Mais voilà, en tout cas, 30% vient de l'Iran, c'est-à-dire qu'un seul pays fournit 30% du carburant chinois. Où est-ce que vous vouliez en venir? Vous pensez que la Chine est plus embêtée qu'on avait l'air de l'évoquer avec Pascal? Moi, je pense que la Chine est embêtée. Je pense, je suis là, autant que je peux d'assez près cette crise dans l'organisation militaire de la Chine, le grand dégagement d'un certain nombre de cadres dans l'armée, un certain nombre de problèmes qui se posent visiblement avec les équipements et le fait que apparemment Xi Jinping a certainement renoncé à s'emparer de Taïwan. Alors là, Emmanuel, je suis en parfait désaccord avec vous, mais bon, enfin écoutez, ça fait partie du débat. Mais Emmanuel, votre opinion est partagée par certains observateurs, mais pour l'instant, très objectivement, au contraire, le fait que Trump se permette tout ce qu'il veut pousse les Chinois, Pascal Perry. C'est dit, moi aussi, puisque on joue le gendarme, je vais jouer le gendarme chez moi. Mais qui d'ailleurs il se permet tout ça parce qu'il n'a pas peur. Il se dit que de toute façon les Chinois n'ont plus les moyens de prendre Taïwan. C'est pour ça. Moi je pense que les Chinois ont tout à fait les moyens de prendre Taïwan. Alors je ne sais pas s'ils en ont la volonté, s'ils ont envie d'affronter, mais vous prenez, Emmanuel, prenons le calendrier. Le calendrier politique américain, les midterms aux États-Unis, les élections de mi-mandat, c'est à l'automne. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va déclarer une guerre à l'automne? Non, parce qu'il sera pris au piège de cette élection dont il a besoin pour terminer son mandat. Il faudra déjà qu'on oublie celle-là. Bien sûr. Il faut que ça se termine vite pour lui. Perico, c'est le moment idéal pour la Chine d'envahir Taïwan, et c'est le moment idéal pour la Russie d'envahir toutes les régions russophones d'Estonie, par exemple. Voilà. Donc au contraire, je trouve, moi, alors peut-être que je peux me tromper, mais c'est une hypothèse que je pose sur la table. Le géant est retenu sur un autre terrain d'activité. C'est le moment où les souris peuvent commencer à grignoter. Le chat est pas là. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà quelle est la situation aujourd'hui actuelle. Alors est-ce que la Chine, elle détient une partie de la dette américaine? Alors, le fait de détenir la dette, ça veut dire qu'elle pourrait déjà, sans la guerre, sur l'économie. Vous savez, c'est un peu, je te tiens par la barbichette avec les Américains. C'est les Chinois rachètent une partie ou financent une partie de la dette américaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dollars de bons du Trésor dans les fonds souverains chinois, mais en échange de quoi les États-Unis s'engagent à acheter la production industrielle chinoise, dont la Chine a absolument besoin pour assurer ses 5% de croissance par an. Donc il y a un jeu. Alors, je pense sincèrement que Trump voudrait mettre un terme à cette relation un peu ambiguë avec la Chine. Mais il y a le marché. Le marché, lui, il aime les deals, il aime les accords. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman. C'est surtout un investisseur immobilier qui fait des deals. Bon, c'est sa culture. Et elle n'est pas critiquable, c'est tout à fait... C'est un système quand même. Non, mais c'est tout à fait acceptable d'avoir... Il y en a qui ont été banquiers, d'autres, l'autre, lui, c'est un marchand d'immeubles. Voilà, c'est exactement ça. Mais je pense malgré tout que la relation, dans l'ensemble, est plutôt aujourd'hui favorable à la Chine qu'aux États-Unis, qui sont très engagés. Il faudra financer un effort de guerre supplémentaire. Le budget va devoir voter un budget militaire additionnel. Tout ça a un prix, a un coût. Les Américains aujourd'hui, vous savez, la différence, c'est aussi une forme de réponse à Emmanuel, c'est qu'en Chine, il n'y a pas d'opinion. Enfin, il y a une économie de marché, mais il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opposition. Vous pouvez consommer ce que vous voulez, mais vous la fermez, pour dire les choses simplement. Et si vous sortez du rang, on vous met en prison. Et puis il n'y a pas de discussion. Sois belle et tais-toi. Voilà. En revanche, aux États-Unis, dans les linéaires de chez Walmart, Best Buy ou ailleurs, c'est le prix du linéaire, c'est le prix des produits qui fait l'opinion américaine. Et ça, les Américains, ils sont très sensibles et Donald Trump ne peut pas l'ignorer. C'est le prix à payer du suffrage universel qui est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, je le rappelle. Comme vous le disiez. Je suis avec Pascal Perry, on est en train de savoir à quelle sauce on va être mangé. Quel est l'avenir économique de la France confrontée à une situation qu'elle n'avait pas prévue et pour laquelle elle n'a pas les moyens de s'affronter. Et on va voir, est-ce que sur notre économie personnelle, je vais demander à Pascal Perry tout à l'heure si le conflit s'arrête, est-ce que les
carburants vont baisser tout de suite, ou est-ce que c'est pas sûr qu'ils baissent tout de suite? À tout de suite sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce lundi de Pâques 6 avril 2026. Je reçois l'économiste et confrère de LCI, Pascal Perry, avec lequel nous discutons sans concession. Et Pascal dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les voit. On est un peu dans la mouise avec ce conflit dans le Golfe Persique, cette 4e guerre du Golfe. Comme on dit le jour, c'est pas la 3e, c'est la 4e, et nous sommes impactés et dans notre économie nationale et dans notre économie personnelle. Et il y a des gens qui sont pas allés en week-end de Pâques parce qu'ils avaient pas de quoi payer le plein pour aller voir la grand-mère ou la tante à 300-400 kilomètres. Donc c'est une réalité, et ne parlons pas des artisans qui voient leurs petits bénéfices refondre parce que le prix des carburants, évidemment, les plombe. On a Marc qui nous appelle de Béziers. Bonjour Marc. Oui, bonjour Perico. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Est-ce que vous aussi, cette crise pétrolière vous pourrit un peu la vie? Alors, non, moi j'ai de la chance, je vis dans une ville secondaire, donc il n'y a pas le trafic des métropoles. Et puis je fais beaucoup de télétravail et de visio avec l'étranger, donc je suis pas trop concerné et je suis très heureux. Vous avez la bonne solution. Qu'est-ce que vous inspire ce conflit pour autant, cette situation? Ce qui me désole, c'est qu'on parlait, pour faire le lien entre la macroéconomie et la microéconomie, effectivement, avec les problèmes que l'on a dus à notre dépendance aux hydrocarbures, c'est bien dommage, parce que quand je pense que on avait un parc d'électricité défiant de toute concurrence et très développé, notre parc nucléaire, grâce au nucléaire, on aurait même pu être leader dans l'utilisation de l'électricité pour les nouvelles voitures, justement, qu'on nous préconise d'acheter et tout. Et je trouve qu'on a sabré tout ce patrimoine. Comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas eu de visionnaire. Et ça me désole. Et j'en veux énormément aux écologistes doctrinaires. Je parle pas des vrais, je parle des doctrinaires. On devrait leur faire un procès parce que c'est eux qui nous ont amenés dans ce... Et puis, avec le soutien de notre ancienne élite politique, c'est eux qui nous ont amenés en partie dans le mur. C'était ma réflexion. Elle est très très bonne et très pertinente. Pascal Perry, est-ce qu'on demande le remboursement de ce ravage économique à Monsieur Hollande, à Monsieur Macron, à tous les présidents de la République qui, pour avoir quelques voix écologistes, ont foutu le programme... Tout le monde a célébré Lionel Jospin. Oui. Il y a quelques jours, j'ai dû faire exception en disant que j'avais le plus grand respect pour l'homme, évidemment, mais que sa politique avait été mortifère pour le pays. D'abord les 35 heures, ensuite la fin de Superphénix, et puis... Je me suis inspiré de votre édito pour faire le mien. On était concomitants. Respect à l'intégrité de Lionel Jospin. Absolument. Mais quel mauvais visionnaire. Quel mauvais visionnaire. Madame Voynet, qui était ministre de l'Environnement, c'est un peu ce que nous dit Marc, là, qui va au Conseil européen pour mission de défendre le nucléaire et qui le torpille. En jouant un jeu dangereux avec son collègue anglais, et elle l'explique. Elle l'explique aujourd'hui en disant, voilà comment j'ai torpillé le nucléaire. Mais c'est criminel. Madame van der Leyden nous a fait un aveu formidable l'autre jour. Bien sûr. C'était une erreur stratégique grave. Oui. Et les Allemands font marche arrière maintenant, après nous avoir poussés à abandonner le nucléaire. Moi, j'ai pas vocation à faire le procès des Allemands. Ils font ce qu'ils voudront. Oui. En revanche, les Français, je dis, Madame Voynet doit rendre des comptes aujourd'hui devant la communauté nationale, parce que à ce niveau-là, c'est du sabotage. Les fondations allemandes, d'ailleurs, puisque vous parliez de l'Allemagne, les fondations publiques allemandes financées par les deniers publics allemands ont passé leur temps, pour certaines d'entre elles, à soutenir les écologistes français, à rendre des rapports sur les dangers du nucléaire, à torpiller EDF, alors que nous avions en effet un savoir-faire historique. Ça a dégoûté des générations entières d'ingénieurs. Il y a la responsabilité de Lionel Jospin, de Madame Voynet, bien sûr, de leurs amis, la responsabilité de François Hollande, de Cécile Duflot aussi, plus récemment, la fin de Fessenheim, qui était un outil de production tout en très bon état, avec une très grande efficacité. Non, mais tout ça, effectivement, nous a conduit à affaiblir les moyens autonomes, souverains, dont nous disposions pour maîtriser l'énergie. Franchement, vous savez, quand vous vous faites taper une fois sur les doigts, normalement vous réagissez. Oui.
Oui, nous, on se fait taper sur les doigts avec les crises du pétrole depuis 1973. 73, 79, dans les années 80, 90, plus récemment, au début des années 2010, avec le gaz russe notamment, et on n'a encore pas compris, mais on est idiot ou quoi ? Vous êtes en train de nous expliquer, Pascal Perry, que je demande toujours quelle est la date du début des erreurs. On peut dire que c'est à partir de Giscard d'Estaing que les premiers mauvais choix ont été... C'est les années 80. Grosso modo, les mauvais choix. Et effectivement, Marc a raison. Il faudrait aujourd'hui demander des comptes à tous ceux qui ont été les fossoyeurs de notre indépendance dans ce domaine, alors que nous avions naturellement une électricité, un outil pilotable, c'est-à-dire non intermittent, oui. Un outil écologique, puisqu'il ne dégage pas de CO2, entre le nucléaire et l'hydroélectricité notamment, c'est 80% du mix énergétique français. On avait là un avantage qu'on n'a absolument pas exploité. La voiture électrique, je vais vous dire un truc, Perico, la voiture électrique, ça ne devrait pas être la Chine aujourd'hui, mais la France, depuis longtemps. Et on a abandonné et la technologie et surtout, alors attendez, Pascal, les Allemands qui avaient besoin d'exporter vers la Chine nous ont demandé gentiment de renoncer à nos panneaux solaires, entre autres, pour qu'on puisse importer des voitures chinoises en échange du fait qu'eux exportaient des produits allemands. Ils n'ont pas toujours été solidaires. Pas toujours. Pas toujours. Non. Pascal Perry, il nous reste quelques minutes. On va aller sur le terrain plus concret. Si le conflit s'arrête dans les jours qui viennent, retombée immédiate du prix de l'essence, ou il y a des petits malins qui vont en profiter? Alors, il y aura toujours des petits malins pour en profiter, mais grosso modo, si je veux être franc dans la réponse à votre question, oui, je pense que le prix de l'essence reviendra. Une fois encore, il n'y a aucun élément de crise durable. On n'est pas face à une panne de l'offre par rapport à la demande. Le gouvernement n'en profitera pas pour dire je maintiens le prix parce que comme le gouvernement n'a rien à voir dans la fixation du prix du litre. Non, mais il peut dire je ne le baisse pas parce que je continue à engranger des. Voilà. Alors je pense que non, il y a un tel mécontentement aujourd'hui que le prix de l'essence devrait redescendre progressivement, mais dans le yo-yo, il y a un yo ascendant qui est rapide et un yo descendant qui est beaucoup plus lent. Voilà. Et en effet, on peut espérer que le prix de l'essence revienne autour des $60, 60 à 70 $ le baril assez vite, y compris d'ailleurs les Américains en auront besoin, puisqu'ils importent une partie de leur pétrole consommé. C'est donc dans leur intérêt, mais il faudra surveiller tout ça, et il faudra pas négliger non plus la diffusion de la crise énergétique au reste Bien sûr. Des grands secteurs. Et si le conflit venait à se prolonger, est-ce qu'on pourrait envisager aberration d'acheter directement à la Russie? Ah oui. Du pétrole, bien sûr. Donc, il faudra mettre un mouchoir sur nos états d'âme par rapport à l'Ukraine. Et si on a besoin du pétrole russe, il faudra qu'on sache aller l'acheter. Oui. Tout ça est extrêmement douloureux. Hein, ce sont des révisions géopolitiques douloureuses. Oui, ça ne veut pas dire qu'on approuve la guerre russe en Ukraine. Mais en effet, aujourd'hui, qui tient les portes du château tient le château. C'est aussi bête que ça, en réalité. Donc, qui détient les quelques ressources essentielles à l'avenir économique et industriel du monde, en particulier l'énergie. Moi, j'ai toujours dit, l'énergie, c'est l'oxygène de l'économie. Quand on vous coupe l'oxygène, on voit quelle est la conséquence. C'est une réflexion de bon sens, à la fois kersinoise et corrézienne. J'étais avec Pascal Perry, je vous recommande son livre, ça tombe totalement dans les sujets qu'on a abordés. Ces présidents qui nous ont fait tant de mal, qui est un véritable succès de librairie, près de 10 000 exemplaires, ça veut dire que c'est un truc formidable. Je peux vous dire qu'en lisant ce bouquin, vous comprenez la moitié des problèmes qui nous sont arrivés. Ça les résout pas, mais ça nous explique peut-être, ça nous permet de comprendre ce qu'il faudrait pas refaire comme erreur à l'avenir et une présidentielle l'année prochaine. C'était ça l'esprit. Voilà, c'était ça. Éviter de refaire et les vous le erreurs. retrouvez sur LCI avec ses analyses courageuses et pertinentes. Merci Pascal Perry d'avoir été pendant 1 heure sur Sud Radio. Merci. Quant à nous, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, je vous laisse avec Brigitte Lahaye pour des considérations beaucoup plus sensuelles et beaucoup moins économiques. À demain.